J'allais présenter les intervenants, mais ça vient d'être fait. Du coup, il me reste à présenter cette table ronde. C'est une table ronde où on va parler du modèle des concessions. Vous n'êtes pas sans savoir que le réseau électrique, ça a été dit rapidement dans la vidéo, il n'est pas possédé par Enedis, mais par les collectivités locales, par les communes. Et ce modèle est mis à l'épreuve par un modèle économique un peu fragile. Là, comme on a vu, le TURP qui est censé payer une qualité de service, il y a une partie qui remonte dans les caisses de l'actionnaire principal EDF et donc qui ne finance pas les investissements. Et ce réseau, dans lequel il y a peut-être un sous-investissement, il voit sa qualité se dégrader. Et du coup, j'aimerais qu'on aborde ensemble ces questions avec nos intervenants. Je pense qu'on va commencer par avoir le regard de la principale concernée, Marie-Christine Thivan, qui est, en tant que maire d'une commune de l'agglomération de Saint-Étienne et président d'un syndicat d'électricité, est en lien direct avec Enedis et qui constate ou ne constate pas une baisse de qualité. Du coup, j'aimerais avoir ton regard là-dessus. Bonjour à tous. Déjà, je vais peut-être redire ce qu'est notre rôle, puisqu'on est, nous, AODE, c'est-à-dire qu'on est autorité organisatrice de la distribution de l'énergie. Et bien, on a renouvelé, nous, notre contrat de concession avec Enedis en 2021 pour 30 ans. Donc, on était dans les négociations avec Enedis. Alors, c'est vrai, comme vous l'a bien expliqué la vidéo, Enedis, il est sur tout le territoire du département de la Loire. Il n'y a pas d'autres concessionnaires. Donc, c'est une discussion. Quand on fait la négociation, on va dire, du renouvellement de concession, elle est un peu étrange parce qu'on a un concessionnaire obligé et on a un tarif qui est déjà défini par la CRE. Donc, ça ne nous met pas forcément en position de force pour négocier. Et en plus, il y a un cahier des charges un peu type qui a déjà été négocié entre notre fédération, la FNCCR, la fédération des AODE, et puis Enedis au niveau national. Néanmoins, c'est tout le travail qu'il y a à faire sur le terrain, c'est de s'approprier toutes nos particularités locales pour essayer de faire entrer ça dans le cahier de concession et notamment de se mettre d'accord sur un diagnostic. Donc je dois dire, dans la Loire, on n'est pas, je viendrai pas vent debout contre Enedis. On travaille plutôt dans un bon partenariat parce que je pense qu'on est bien structuré aussi au niveau du syndicat pour contrôler et surveiller la concession. Donc on parle vraiment d'égal à égal. Et déjà, le point de départ, c'est qu'on a bien partagé le diagnostic, mais qui correspond aussi un peu à ce que vous disiez, c'est-à-dire plutôt un critère B, donc un temps de coupure pour l'usager qui se dégradait. Et puis, on partage ce diagnostic. On a aussi, nous, un département qui est assez soumis aux aléas climatiques, à la fois l'hiver pour la neige lourde maintenant, souvent, et puis les tempêtes, voilà, et aussi les inondations, mais ça impacte un peu moins Enedis. Donc, on a partagé le diagnostic et ensuite on s'est mis d'accord sur un schéma directeur d'investissement et sur des plans pluriannuels d'investissement. Donc on a fait le premier, on démarre le deuxième et Enedis a rempli sa mission. Donc on a bien investi et a bien avancé sur son projet autant qu'on l'attendait. Voilà, ça a été un petit peu long à démarrer, mais voilà, les investissements ont bien été là. Et il faut dire que nos engagements, on les a pas seulement chiffrés économiquement, parce que comme vous l'avez souligné, dans ce cas-là, l'inflation, tout ça ferait que, oui, c'est facile d'atteindre son objectif, mais c'est plus la même chose qui est faite. Mais on l'a bien, nos plans pluriannuels d'investissement, c'est vraiment des longueurs de réseau, des longueurs de fil nus à supprimer, un critère B à diminuer. C'est vraiment, on peut vraiment voir le progrès dans ce qui est fait réellement. Voilà. Et après, ce que je voudrais dire quand même, c'est que on se partage la maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est peut-être important à dire parce que Enedis, certes, a la maîtrise d'ouvrage pour les communes urbaines, mais sur un département comme le nôtre, c'est à peu près 45 communes. On a 323 communes en tout. Donc, ça veut dire qu'il y a un très grand nombre de communes où la maîtrise d'ouvrage, elle est portée par le syndicat. Et là, les fonds, c'est le FACÉ. C'est
fonds d'aide aux collectivités pour l'électrification rurale qui sont utilisés. Donc il y a un système de solidarité au départ qui était prévu avec le TURP, puisque le TURP, en fait, finalement, comme il est sur nos factures, c'est plutôt plus il y a de communes urbaines et plus il y a de recettes. Et il y a une part qui partait pour le rural, où là, il nous faut effectivement une forme de solidarité pour arriver à garder la qualité du réseau en zone rurale, alors qu'on a des longueurs de réseau pour très peu d'habitations et donc très peu de collecte de TURP quelque part. Et les dernières lois, elles ont fait qu'on n'est plus basé sur le FACÉ, n'est plus sa ressource ne vient plus du TURP, mais de l'accise. Donc ça, vous n'en avez pas parlé, mais ça, c'est un impôt, finalement, qui est aussi sur notre facture d'électricité, qui est géré par l'État maintenant, alors qu'avant, on avait la main pour veiller, puisque c'est un impôt qui est collecté par les fournisseurs d'électricité. Et donc, si certains fournisseurs, quand même, collectaient bien, mais ne le rendaient pas forcément, enfin, il y avait des mauvais élèves. Et maintenant, on ne peut plus contrôler ça, parce qu'on le contrôlait de près, vu qu'on avait on a tout à fait la consommation du côté d'Enedis, donc on pouvait savoir qui n'avait pas rendu l'argent. Et maintenant, c'est collecté directement par l'État, et c'est une fraction de l'accise qui nous permet ces financements du FACÉ. Donc, on est, nous, surtout très inquiets de ce côté-là. Voilà, parce que parfois, l'État, s'il en a trop besoin, il nous le reversera peut-être pas. Quand on voit l'attitude de l'État avec son entreprise dirigée EDF, on comprend l'inquiétude. Là, je me tourne vers Thomas Porcher, économiste, pour avoir un petit peu une prise de hauteur quand on voit justement là, les missions de service public, un financement dirigé de service public, même là un second impôt, l'accise qui finance un fonds de péréquation pour les communes rurales. On peut se poser la question si ce modèle de concession, de service public de l'électricité, il n'est pas menacé par les offensives des directives européennes qui demandent toujours plus de libéralisation. On voit là que le marché va complètement régir le côté production d'EDF. Je voulais avoir ton regard sur ce modèle de concession. Comment est-ce qu'il va tenir face à ces offensives de libéralisation et de marchandisation d'un bien aussi nécessaire que l'énergie? Est-ce qu'on aura toujours notre service public de l'électricité? Alors, la première chose que je voudrais faire de manière globale, et après je répondrai à votre question, je vais faire la stratégie de l'entonnoir. On commence large et on finit après sur le sujet. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Qu'est-ce qui nous a amené à cette situation? Et on peut même l'élargir au domaine de l'énergie globale et pas s'en tenir qu'aux concessions. C'est des choix politiques, aidés par des expertises, notamment un certain nombre de mes collègues économistes, d'ouverture à la concurrence, de casse de monopole public, qui ont transformé en fait le secteur énergétique, qui au départ avait pour vocation à être un service public de l'énergie, en un espèce de truc hybride, où vous avez des monopoles qui ont été cassés en entités homogènes, qui se refilent des choses, mais parfois qui se font aussi concurrence, où vous avez des grandes entreprises publiques qui étaient en charge de leur propre énergie, GDF, le gaz, EDF, l'électricité, Areva, les centrales nucléaires, Elf, qui a été absorbé par Total, qui avait le pétrole et l'essence, qui aujourd'hui se concurrencent entre elles, et qui a amené des acteurs qui sont encore aujourd'hui présentés comme des acteurs publics à se présenter comme des entreprises, à fonctionner comme des entreprises privées. C'est le cas aussi de la SNCF. La SNCF, oui, toujours, c'est un service public. En réalité, la SNCF se comporte comme une entreprise privée. C'est-à-dire que le but, c'est bien sûr de faire remonter des profits, d'aller à l'export avec une centaine de filiales à l'étranger, et ainsi de suite, d'avoir recours à des prestataires. Donc, elle fonctionne de plus en plus comme une entreprise privée. Et on a le même phénomène aujourd'hui dans l'énergie, avec des entreprises qui se présentent comme des entreprises publiques, mais qui se comportent comme des entreprises privées. Ce qui crée de la défiance. Ce qui crée de la défiance avec les communes, parce qu'on se dit, que veut Enedis finalement? Est-ce qu'il sert ses propres intérêts ou est-ce qu'il sert l'intérêt général? Normalement, un service public sert l'intérêt général. Or là, la question se pose. Normalement, la question de la tarification, la question du fait qu'il est en monopole, donc en position de force, mais que c'est une entreprise publique, on se dit, elle sert l'intérêt général. Une entreprise privée en monopole, on sait qu'elle sert son intérêt privé, c'est ses actionnaires, et on le voit bien avec les GAFA, et on le voit bien même dans d'autres configurations, dans d'autres pays, où vous avez des entreprises étrangères
souvent d'ailleurs les nôtres, qui exploitent des ressources pétrolières dans des pays africains où elles sont quasi en monopole, où là, il y a une vraie asymétrie d'information et un partage de la rente complètement défavorable au pays. Là, cette question ne devrait même pas se la poser chez nous. C'est une entreprise de chez nous, qui est publique, donc qui ne devrait pas servir ses intérêts, mais servir l'intérêt général. Or, la question, on se la pose aujourd'hui dans un débat. Ce qui veut dire que la situation ne va pas très bien. Et pourquoi elle ne va pas très bien ? Parce que, comme je l'ai dit, un certain nombre d'experts, suivis par des politiques, se sont dit que c'était génial de casser des monopoles publics qui fonctionnaient très bien, d'en faire des entités homogènes. Ils se sont dit que c'était très bien d'ouvrir sur la production d'électricité à la concurrence en promettant des baisses de prix, ce qui n'a pas eu lieu, puisqu'après on a organisé le rapatriement d'une partie des gens vers les tarifs plutôt protégés. Et ça continue. Les gens vous disent que ça n'a pas été assez loin. Alors moi, ça, je pense qu'aujourd'hui, les conséquences que nous avons dans la défiance des collectivités locales, mais aussi dans les choix énergétiques plus généraux, viennent de là. Le mix énergétique, c'est un choix qui doit se faire, un choix politique et démocratique sur le mix énergétique que nous voulons. Et normalement, après, des entreprises publiques, à l'abri de la concurrence, en monopole, doivent appliquer ce choix de mix énergétique. C'est ce que nous avons fait à l'après-guerre. D'autres pays n'ont pas fait les mêmes choix de mix énergétique que nous. L'Italie n'a pas de nucléaire. Nous avons l'électricité la plus nucléarisée au monde. C'était un choix politique. Et la suite doit se faire de cette manière-là. Or, aujourd'hui, avec la libéralisation, les nouveaux acteurs, la mise en avant de la Startup Nation, de ces espèces d'acteurs du renouvelable qui se combinaient avec le digital, qui était soi-disant quelque chose de génial. Et je parle en connaissance de cause, puisque j'ai fait partie d'une commission qui était commandée par Ségolène Royal, ministre de l'énergie et de la transition énergétique, de transition écologique, de l'énergie et de l'écologie à l'époque. Et il fallait vraiment que dans cette commission, on explique que la transition énergétique, elle devait être décentralisée, ce qui va créer, encore une fois, des complications, puisqu'on a hérité quand même de quelque chose d'extrêmement centralisé. Alors, si on décentralise, qu'on n'est plus sur du descendant, mais de l'ascendant, ça peut être un petit peu compliqué. Il fallait que ce soit combiné avec des petits acteurs, parce que les petits acteurs, vous savez, c'est la concurrence, c'est la start-up, c'est la flexibilité, c'est beaucoup mieux, ce qui est très compliqué, puisque nous avons hérité de gros acteurs. Et puis après, c'était le digital. Parce qu'à l'époque où on a fait cette commission, en 2013, on pensait que le digital ne polluait pas. On pensait qu'on envoyait un mail qui partait comme un petit oiseau, qui n'avait pas des câbles, qui n'avait pas de la pollution. Donc il fallait combiner les deux. Donc ce rapport est sorti. Donc vous voyez, tout le temps qu'on a perdu avec des fausses routes. Et je vous promets, dans ce rapport-là, si vous parliez de planification, de monopole public, on vous disait de centralisation, de veiller à l'équilibre justement entre les petites communes et les grosses villes, parce que ça rapporte moins, comme vous l'avez dit très bien. Il y a moins de consommation, donc les entreprises, si elles se comportent comme des entreprises privées, elles sont tentées d'aller plutôt sur les grosses villes. Si on parlait de tout ça, c'était le vieux monde. Vous voyez ? Donc il y a eu quand même tout un travail qui a été fait et qui fait qu'aujourd'hui, la conséquence est de se dire, est-ce que les collectivités locales, dans ces contrats de concession qui durent 30 ans, où il y a une véritable asymétrie d'information, où elles n'ont qu'un interlocuteur, est-ce qu'elles se font avoir, oui ou non ? Est-ce que le but n'est pas de faire remonter de l'argent aux actionnaires ? Est-ce qu'il n'y a pas... tout ça est dû au fait que nous avons à un moment cassé un système qui fonctionnait bien et que nous avons décidé très clairement de faire fonctionner les entreprises publiques comme les entreprises privées. Or, le rôle d'une entreprise privée, du public, ce n'est pas le même rôle qu'une entreprise privée, et un usager n'est pas un client. Et l'énergie, ça devrait être un service public, tout comme le transport, tout comme la santé, etc. Et on a eu un certain nombre de transformations qui ont amené aujourd'hui aux conséquences que nous vivons. Donc, la vraie question de fond, là, je pense pour la suite, ce serait quand est-ce qu'on revient à la version ancienne d'après-guerre jusque dans les années 90, c'est-à-dire du monopole public qui va servir les usagers et pas l'inverse. C'est très bien, il dépasse son temps de travail. C'est magnifique, il dépassait le temps de parole pour faire mon rôle. Alors Maxime Lenné, je te passe la parole en tant que législateur. Ça fait des années qu'on attend une programmation pluriannuelle de l'énergie qui à chaque fois n'est pas votée, n'existe pas, les parlementaires l'ont même pas vraiment lu, mais peut-être que toi et ton groupe avez des solutions pour restaurer un service public de l'énergie. Il a tout fait, Thomas.
Merci pour le lancement, merci pour l'invitation. On se connaît un petit peu avec le CNE, avec le CSEC d'EDF un peu plus, puisque j'ai auditionné récemment dans le cadre d'un rapport que j'ai rendu avec Philippe Bollot sur les prix de l'électricité, l'impact sur la compétitivité des entreprises et les finances de l'État. Moi, je vais peut-être proposer, plutôt que par rapport à ce que proposait Thomas Porchet, de revenir aux années 80, une espèce de retour vers le futur et de placer cette question des concessions dans la question plus large du monopole de la production jusqu'à la fourniture. Et donc, au passage, il y a évidemment le transport et la distribution. Je ne reviens pas sur le caractère essentiel de la distribution, parce que je crois que ça a été très bien montré dans la vidéo en introduction. Bravo pour ça. Et moi, aujourd'hui, je travaille avec quelques collègues à une proposition de loi sur la socialisation de l'énergie. Je suis convaincu aujourd'hui qu'il faut socialiser l'énergie. J'en suis convaincu notamment pour avoir lu un petit livre publié par Attac, et il y a une des co-rédactrices qui est présente dans la salle qui s'appelle Anne de Bréjas, un petit livre qui s'appelle L'énergie est notre avenir, socialisons-la. Et puis j'ai commencé à potasser le gros bouquin de Lucas Chancel qui s'appelle Énergie et inégalité, une histoire politique, où il revient sur l'importance de la propriété des moyens de production de l'énergie pour résoudre les inégalités. Socialiser l'énergie, pour moi, ça veut dire revenir à un monopole public de la production jusqu'à la fourniture, mais avec l'implication des salariés davantage, parce que bon, ça existe quand même un peu, il reste des représentants du personnel, il y en a ici, et des usagers. Sur la question de l'énergie, je crois qu'en fait, dès qu'on parle de réseau, il y a le monopole, il s'impose assez naturellement. Tu as parlé aussi des transports. La SNCF, c'est complètement stupide. En fait, il n'y a pas des trains qui vont doubler d'autres trains. On va pas construire des rails à côté pour une autre société qui transporterait des voyageurs, de la même façon que sur le transport ou la distribution. On va pas multiplier les câbles qui vont se faire concurrence. Et d'ailleurs, on l'a pas fait parce que c'est idiot. Mais c'est idiot aussi de le faire d'une certaine façon sur la production et sur la fourniture. Et on ne voit pas quel bénéfice ça a apporté pour l'ensemble des usagers qu'on appelle malheureusement clients aujourd'hui. Donc moi, j'y vois un intérêt. Pour un aspect à aborder aussi, c'est la planification du développement des capacités de production et du réseau, et une planification qui soit démocratique. Alors, c'est vrai moi aussi, je suis de culture assez jacobine, mais je crois quand même qu'aujourd'hui, il faut essayer que ça remonte un peu la décision, que ça parte un petit peu plus des collectivités territoriales et que ça s'articule. Mais par exemple, ça se fait dans le S3R ENR, là, le schéma de développement des réseaux, c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Alors moi, je suis pas dedans, donc je pourrais pas vous dire si c'est suffisamment satisfaisant. Mais voilà, je crois que cette planification, elle doit être démocratique, elle doit impliquer un peu plus les collectivités locales. Et plus démocratique, ça veut dire aussi non dépendante de la main invisible du marché, parce qu'aujourd'hui on le voit beaucoup sur les énergies renouvelables. Moi je suis un grand partisan des énergies renouvelables, mais avec mes collègues j'ai voté contre la loi d'accélération des renouvelables en 2023 pour plusieurs raisons, mais une des raisons c'était que en fait on a un gouvernement macroniste, libéral, de droite, tout ça c'est synonyme, en fait qui parie sur la main invisible du marché pour que ça se développe, et puis résultat ça coince à plein d'endroits. J'y vois un intérêt aussi ce retour au monopole public pour la maîtrise des factures qui soit à nouveau, comme c'était le cas avant, appuyé sur les coûts de production du système électrique français. En fait, on ferait quelque chose qui ressemble au TURP, c'est-à-dire qu'on regarderait combien ça coûte en moyenne pour produire du courant, et puis on facturerait sur cette base-là. Après, il y a une jolie discussion politique à avoir pour savoir, entre les coûts de fonctionnement et les coûts d'investissement, est-ce que tout doit reposer sur le consommateur ou est-ce qu'il y a une part qui repose sur le budget de l'État et sur le contribuable? Parce que les investissements, à chaque fois, c'est des sommes qui sont considérables, et on pourrait imaginer que c'est plus le budget de l'État qui abonde, et d'une certaine façon, c'est plus juste si c'est le contribuable, à condition d'avoir une fiscalité qui soit elle-même juste, qui finance ces investissements. C'est un intérêt pour l'électrification des usages, évidemment, et donc pour la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, pour les finances publiques, parce que le modèle actuel de développement des renouvelables, alors il fonctionne pour développer les renouvelables, mais pour les finances de l'État, en fait, il apporte aucune visibilité, parce que vous avez des années, ça coûte 3 milliards, puis l'année d'après, ça coûte 12 milliards. Bon, en 2022, on était content de les avoir, ça a rapporté de l'argent, mais parce que les prix sur les marchés étaient très hauts, donc on est dans une schizophrénie où il faut presque espérer que les prix de marché soient hauts pour que les fameux contrats pour différence qui sont ceux négociés avec les renouvelables rapportent de l'argent à l'État, donc c'est quelque chose qui est un petit peu particulier.
un intérêt pour la gestion du réseau, évidemment pour la gestion de l'équilibre entre la production et la consommation. Et puis ça éviterait d'inventer toutes les usines à gaz et les pansements sur un marché qui ne marche pas. Le dernier exemple en date, je ne le développe pas ici, mais le fameux VNU, le versement nucléaire unique, qui doit prendre la suite de l'arène au 1er janvier. Moi, comme j'ai dit en hémicycle, VNU, ça pourrait vouloir dire vraiment nul. Bon, en vérité, ça veut dire versement nucléaire universel, sauf que universel, on a compris que ce ne sera pas le cas, et versement, si ça se trouve, personne ne touchera rien. Donc je conclus parce que je sens qu'on me fait signe, c'est ça. Voilà. Nous, la proposition de loi sur laquelle on travaille à l'heure actuelle, qui est d'ailleurs assez proche de celle du sénateur Fabien Gay, elle dit qu'il faut une agence de développement du parc et qu'il faut une nationalisation de la production, du stockage, de l'import-export et de la fourniture. Vous voyez que je n'ai pas parlé du transport et de la distribution, mais c'est une jolie discussion qu'on peut avoir aujourd'hui. Et puis un retour des tarifs réglementés de vente, donc sur les coûts de production et qui reviennent sur l'ensemble des usagers. Et dernier élément, un contrôle citoyen sur les opérateurs, comme je l'ai dit au début. Donc, dans ce schéma de monopole se pose la question, effectivement, des entreprises locales de distribution. Qu'est-ce qu'on fait des communautés d'énergie? Qu'est-ce qu'on fait des syndicats mixtes d'énergie? Ça, voilà, là, je ne le sais pas, mais peut-être que ça peut faire l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Merci. Bah ouais, justement, moi je me tourne un peu vers Maxime pour voir, toi qui est sur le terrain, qui constate peut-être la pressurisation des équipes, un changement managérial de la part d'Enedis qui est peut-être géré de plus en plus comme une entreprise classique, qui sous-traite de plus en plus, qui fait remonter de plus en plus de profits. Toi, comment tu vis ces dernières années et comment tu réagis à ces propositions de retourner à un service public en monopole? Qu'est-ce qu'il faudrait que ça veuille dire sur le terrain pour que ça convienne aux agents et que ça fasse le boulot de la manière dont vous aimeriez qu'il soit fait? Pour faire le boulot, il faudrait déjà savoir ce que c'est le service public de l'énergie. La distribution, alors moi je suis rentré dans les années 2000 dans l'entreprise, où on avait un vrai service public de l'énergie, où ça fonctionnait avec des agents impliqués et organisés. Aujourd'hui, de plus en plus, via les désorganisations mises dans l'entreprise et l'ouverture au marché, on a cherché les profits et à remonter de l'argent EDF, mais derrière, quel service on rend encore aux usagers qui payent largement, tu l'as démontré dans la vidéo, mais derrière, le service n'est pas rendu. On a vu différentes choses, et tu l'as montré plusieurs fois dans la vidéo, où les raccordements, ça s'allonge, les dépannages, ça s'allonge. On manque de bras. Pour former un technicien ou un chargé de projet, il y a plusieurs années. On ne devient pas technicien du jour au lendemain, chargé de projet non plus. Et petit à petit, par la baisse des effectifs au mauvais moment et au moment ce qu'on pourrait appeler aussi baby boom, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas anticipé les départs en retraite. Du coup, maintenant, on se retrouve avec des formations à avoir sur les agents qui sont hyper lourdes et techniques. Et derrière, ça prend du temps. Et le temps, malheureusement, on ne l'a plus, parce que les législations, elles sont passées pour raccorder des ENR, des IRVE, et il faut aller vite, mais avec quel bras? Et c'est bien là où nous, on est sur la réinternalisation d'activités et des emplois statutaires, plutôt que des travailleurs d'entreprises prestataires qui vont faire le tour de la région, faire un impact sur l'environnement, parce que le temps qui roule, ça a aussi un impact environnemental. Donc il y a le manque d'agents statutaires se fait sentir au plus bas, et via même sur le nombre d'accidents, tu l'as évoqué, c'est aussi le manque de maintenance qu'on a eu sur les réseaux. Le réseau, pour certains réseaux, date d'après-guerre, qui n'ont pas été entretenus et renouvelés. On vient raccorder des IRVE sur ces réseaux. On va renouveler une partie, pas tout. Quels sont les choix de l'État pour avoir un réseau qui tiendra 40, 50 ans, 30 ans, mais on travaille pour les générations futures. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Du coup, il faudrait plus de moyens et plus de moyens en statut. C'est surtout avoir une politique. On ne peut pas avoir des entreprises prestataires qui travaillent pour nous. Un jour, malheureusement, ils ont de plus en plus de mal aussi à recruter, mais il n'y a pas de constance. Donc, en n'ayant pas de constance, on ne peut pas avoir d'avenir. Donc,
Et dans les difficultés de recrutement, c'est parce que ça ne forme pas assez en amont. Qu'est-ce qui ne fait pas rêver? Il faudrait un meilleur salaire, des meilleures conditions de travail, parler des métiers de l'énergie. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain? Alors nous, c'est aussi pour ça que le CNE existe, hein. C'est aussi pour parler de l'énergie et ouvrir le débat avec les sociétés civiles. Mais on n'est pas... L'entreprise, malheureusement, nous, quand je suis rentré dans les années 2000, l'entreprise faisait rêver. C'était EDF-GDF, elle faisait rêver. Petit à petit, ils ont cassé l'entreprise et l'outil qui était là pour un service public. Donc, les jeunes, si je pourrais le dire comme ça, et les jeunes générations ne se retrouvent pas forcément dans l'entreprise. Et quand on voit alors, la grille de salaire, ou il y a les avantages qui ne sont pas forcément en face, où aussi la publicité qu'on en fait, c'est parce que souvent décrié aussi, c'est-à-dire que on est aussi des fois considéré comme quoi on a beaucoup d'avantages. Du coup, certains disent oui, je ne vais pas forcément dire. Pardon, excuse-moi, oui, je ne suis pas habitué au micro, donc après j'ai la voix qui porte. Donc là, après, c'est pour faire venir des jeunes travailleurs dans l'entreprise, pour que ce soit des agents statutaires, il faut vraiment avoir une politique et un avenir. Et si on ne peut pas juste là, avoir des coups de rabot et changer, comme tu l'as démontré dans la vidéo, baisser les effectifs, s'apercevoir qu'il faut rembaucher. La politique sur les ENR et les bornes IRVE date de 2016 ou 2017, la loi. Donc, à un moment, la direction avait aussi cette vision on avait des raccordements à prévoir. Excuse-moi, oui. Mais derrière, l'entreprise le savait. On allait avoir des investissements lourds et on n'a pas anticipé. Et du coup, le fait de ne pas anticiper, maintenant, on se retrouve devant un mur d'investissement et devoir embaucher. Mais on se dit, comment on fait? Et je ne parle même pas des centres de formation. Je vois que Thomas voulait réagir. Comment on peut faire pour réattirer des gens et être à la hauteur des besoins? Parce que même au-delà de la réorganisation macro, on voit qu'on bute sur des difficultés micro aussi. Oui, je voulais juste rajouter une chose qui a été très bien expliquée. En fait, dans une entreprise publique, ce n'est pas tant l'entreprise qui doit anticiper, elle doit aussi anticiper très clairement, mais c'est surtout l'État qui doit... envoyer un signal, une vision, et l'entreprise publique doit l'appliquer. C'est ce qui a été fait à l'après-guerre avec le général de Gaulle, notamment sur le nucléaire. Donc, il faut que l'État ait une vision stratégique sur l'énergie qu'elle choisit, parce que vous savez que l'énergie que l'on consommera dans 20 ans, il faut investir aujourd'hui dedans. Ce sont des temps très longs. Ce n'est pas à vous que j'apprends ça. Or, quel a été le discours de l'État ? Sur EDF, ça a été très clairement de dénoncer constamment les avantages qu'avaient les salariés d'EDF, en disant que oh là là, ils ont des avantages trop élevés, etc. Un petit peu comme le statut des cheminots à la SNCF, ce qui a miné très fortement l'attractivité des carrières. L'État aurait pu faire, dans les années 90, voyant la pyramide démographique se dégrader, des grandes campagnes de publicité, comme il l'a fait par ailleurs pour l'armée, des grandes campagnes de publicité, de recrutement, EDF, recrute, à tel niveau, telle carrière, etc. Ça aurait pu avoir des avantages. Et puis ensuite, il ne faut pas, encore une fois, retirer tout ce qui s'est passé à partir des années, on va dire, 2005, 2006, jusqu'encore à aujourd'hui, qui était vraiment la vision du petit, du flexible, de l'entrepreneur. Vraiment, ce qu'un certain nombre de dirigeants avaient en tête dans les années 2000, c'était l'énergie selon Jeremy Rifkin. Et d'ailleurs, il a conseillé des grandes villes, comme Amiens. Je ne sais pas combien ça a coûté, mais à mon avis, ça a été une perte de temps. Qu'est-ce qu'il nous disait, Jeremy Rifkin? Que la production d'énergie, elle allait se faire de manière individuelle. Que, grosso modo, c'est ce qu'il nous disait. Vous allez voir, c'est assez lunaire. Qu'avec une imprimante 3D, on allait imprimer notre panneau solaire, qu'on allait le mettre sur notre toit et qu'on allait fabriquer notre propre électricité. Et ça a conseillé des villes comme Amiens, probablement des collectivités locales. Il faudrait faire le détail. Et donc, vous voyez ce qui infusait dans la société. C'était à l'inverse de notre héritage en termes de fonctionnement de l'énergie en France. Quand voulez-vous, après ça, qu'on ne soit pas face à des pénuries de salariés, que sur l'énergie, les grands débats n'aient pas été tranchés, parce que finalement, votre parti est plutôt 100% renouvelable.
D'autres sont beaucoup plus sur le nucléaire, et d'autres sont entre les deux. Macron a été dans la première partie plutôt renouvelable, puis dans la deuxième partie plutôt pro-nucléaire, ce qui est la pire des choses. Les stop and go, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. On a voulu avantager le solaire à partir de 2008. On s'est dit, c'est la crise, on avantage plus le solaire, maintenant on achète des panneaux solaires chinois. Donc vous voyez, je veux dire, c'est la pire des choses. Les stop and go, c'est la pire des choses. Et pourtant, on n'a eu que ça ces dernières années. Donc c'est important, voilà, à un moment, l'État, il faut qu'il soit un stratège. Alors bien sûr, pour que l'État soit stratège, il faut qu'à sa tête, il y ait un stratège, ce qui n'est pas encore gagné. Mais c'est quand même, l'État a des responsabilités. Voilà, pour avantager des filières, pour avantager un type d'énergie et pour créer les effets positifs dans le modèle énergétique. Là, moi, j'ai l'impression que la balle va être dans la main du législateur. Maxime, est-ce que tu penses que... comment répond la majorité actuelle, enfin bon, si tant est qu'il y en ait une, comment répond le pouvoir actuel et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour reprendre le pouvoir et impulser une vraie politique énergétique? Parce que là, on voit bien que si ça ne vient pas d'en haut, s'il n'y a pas un changement de modèle, il y a des chances qu'on ne recrute pas, qu'on soit en retard. Et du coup, toi, comment tu vois l'Assemblée et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait lancer comme politique énergétique? Alors, c'est sûr qu'à l'Assemblée, c'est compliqué pour les raisons que tout le monde connaît. C'est la photographie de l'Assemblée, quoi. Et c'est le résultat des dernières élections. Bon, après, des fois, j'ai envie de dire, en démocratie, collectivement, on a ce qu'on mérite. Hein. Mais voilà, on est quand même dans une situation compliquée. Cela dit, là, on attend tous la fameuse PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un décret qui est censé être un décret qui serait la déclinaison d'une loi de programmation énergie-climat. Vous l'avez eu? Vous avez vu des brouillons? Parce que j'en ai vu qui sont sortis sur contexte, mais qu'est-ce que vous en savez? C'est-à-dire qu'en juillet, j'ai examiné avec mes collègues la proposition de loi Grémillet, du nom d'un sénateur qui a lancé une proposition de loi pour parler de l'énergie. Bayrou, à l'époque, Premier ministre, nous dit on va faire comme si c'était la loi de programmation, puisqu'on ne veut pas faire une loi de programmation, et puis on dira que c'est de votre faute, puisque c'est l'initiative parlementaire si ça ne marche pas. Résultat, on n'a pas fini d'examiner ce texte. Le 1er août, on découvre dans la presse, alors qu'on est parti en vacances, que François Bayrou va publier la PPE le 1er août. Et puis finalement, moi je vais faire de la rando. 5 jours après, je regarde mon téléphone. Le 5 août, non, finalement, il vient dire qu'on ne va pas la publier parce qu'on n'a quand même pas beaucoup consulté les partis. Et puis là, la PPL Grémillet, on vient de me dire qu'elle est enterrée. Et par contre, ce matin, j'apprends par une collègue écolo que le Cornu vient enfin de les appeler, non, l'Escure, pardon, vient de les appeler pour qu'on discute à nouveau de la publication de la PPE. Sauf que cette fameuse PPE est censée être la déclinaison par décret d'une loi de programmation énergie-climat qui est inscrite dans la loi depuis 2019, c'est-à-dire à l'époque où les macronistes avaient la majorité largement tout seuls. Donc en fait, on est dans une situation où on a un gouvernement hors la loi et j'ai coutume de dire hors de sa propre loi, puisque c'est eux qui ont voté ça et qui refusent de s'y plier. En fait, la loi de programmation énergie-climat, on devrait l'avoir depuis juillet 2023 et on l'attend toujours. Et on sait qu'on ne l'aura pas. J'ajoute pour compléter un peu le tableau et mettre un peu plus de bazar peut-être que moi je participe depuis quelques mois maintenant avec RTE à la révision, la réactualisation des scénarios qu'ils avaient appelés en 2021 Futur énergétique 2050. C'est très utile, nous on s'appuie aussi sur ces scénarios, on les regarde de près, c'est une expertise qui est très intéressante. 2021 c'est pas si vieux mais c'est vrai qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses depuis et sur le nucléaire et sur le renouvelable et sur la flexibilité et sur le réseau. Donc c'est utile, mais RTE va rendre sa copie, pour l'instant ce qui est prévu, octobre 2026. Et donc là, on nous dit, faut publier la PPE en urgence, alors qu'on n'a toujours pas les nouveaux scénarios de RTE. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne tient pas la route. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Votez pour nous en 2027. Enfin, je ne sais pas. à part ça, voilà. Et puis en attendant, on va faire avec le cadre existant. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on fait une proposition. On va déposer assez vite, j'espère, une proposition de loi sur cette question du retour en monopole. Et voilà, mais elle est discutable. Et Marie-Christine, cet État défaillant qui, là, on voit, est en défaut depuis plusieurs années et n'a pas l'air de trouver un cap de sitôt, est-ce que tu en vois des conséquences au niveau local? Oui. Est-ce que dans les schémas de développement de réseau ou dans les schémas d'implantation d'énergie renouvelable, tu es freiné par ce manque de décision ou parfois ces allers et retours, comme on a eu sur ma prime Rénov, qui doit impacter des gens chez toi? Oui. Notre syndicat d'énergie, il est assez large spectre et donc il est aussi en accompagnement des communes
à la fois sur la transition énergétique sur les bâtiments publics, enfin les économies d'énergie, isolation, etc. Enfin la sobriété, voilà. Et à la fois sur les énergies renouvelables. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a un petit décret qui est tombé là cet été, ES21, le fameux ES21, qui fait que des projets des communes, enfin, faut imaginer les communes rurales, parfois c'est le projet de mandat. C'est le projet de mandat. Ils ont décidé d'être bon élève. Enfin, on a beaucoup d'innovations dans nos petites communes rurales. Ils ont décidé d'être bon élève. Ils font peut-être pour un petit city stade pour les enfants de la commune, pour une ombrière qu'ils veulent faire sur un parking. Voilà, ils s'étaient dit, ça va me le payer. Et en plus, je serai bon élève, j'aurai fait ma part d'énergie renouvelable, et ça va m'être financé. Et là, d'un coup, le prix de rachat de l'énergie s'est écroulé, et des projets qui ont démarré il y a peut-être 1 an, 2 ans, on arrive au bout du mandat en plus, et voilà, il ne va pas pouvoir sortir ou il va avoir du mal à sortir. Et nous, on est en accompagnement de tout ça, donc d'abord, on se prend en premier les coûts, parce que même nous, nos techniciens, on a des experts qui vont accompagner les communes. On l'a pas vraiment vu venir forcément il y a 2 ans. Et donc, effectivement, ces allers-retours, là, c'est absolument insupportable. Donc, on peut avoir une réunion en préfecture un jour sur un grand colloque sur les énergies renouvelables où on nous dit il faut y aller. Et puis après, un décret qui fait que c'est plus rentable du tout. Et puis, je pense, il y a tellement de débats. Il y a des débats autour du photovoltaïque au sol, qui est quand même encore en débat, qui n'est pas forcément accepté, où généralement on nous dit commencez d'abord par couvrir tous les toits, on verra après pour en mettre au sol. Et en fait, s'il n'y a aucun accompagnement pour couvrir tous les toits, ça s'arrête, quoi. Donc souvent, c'est des projets que portent les petites communes. Donc oui, on est là-dessus en plein dedans. Et puis sur un sujet qui est peut-être un peu hors sujet aujourd'hui, et sur le prix, enfin sur la fin du tarif régulé pour les communes. En fait, aujourd'hui, on gère aussi un groupement d'achat d'énergie pour pratiquement l'ensemble de nos collectivités, et y compris bailleurs sociaux, etc. Et là, on a appris à jouer en bourse, quoi. Et pour moi, c'est vraiment pas le rôle d'un élu de jouer en bourse le prix de l'énergie pour ces communes. Ça, c'est vraiment quelque chose où on n'est pas du tout dans notre rôle, et on est obligé de le faire. Je comprends. Vous êtes un peu abandonné. Tu disais que le syndicat était en première ligne et se prenait les critiques des projets qui n'avancent pas. Est-ce qu'Enedis se les prend aussi parfois ? Parce que si, avec ces politiques de soutien aux énergies renouvelables et aux IRVE qui parfois fluctuent, est-ce que ça impacte le boulot de vos agents ? Ou est-ce que vous, c'est la direction avec qui vous traitez et vous n'êtes pas tellement soumis à ces vicissitudes budgétaires ? Le souci, c'est comme on l'a dit, on n'a pas de vision générale pour l'alimentation sur les ENR. C'est-à-dire, chaque projet d'ENR peut sortir, et ce que nous on appelle les fermes photovoltaïques, donc sur le milieu agricole, chaque agriculteur est incité à mettre des marchés pour mettre des panneaux solaires sur ses hangars. Mais on sait très bien qu'on n'a pas de ferme en ville. Du coup, on se retrouve avec une production qui est délocalisée et une consommation qui est principalement dans le milieu urbain. Et du coup, ça crée des montées de tension sur le réseau et ça perturbe le réseau fortement. Donc c'est pour ça qu'il faut, on l'a évoqué tout à l'heure, un État stratège, et on peut, on le dirait comme ça, mettre tous les panneaux solaires dans le centre-France, c'est pas forcément où il y a le plus de population. Donc ça perturbe fortement le réseau, et du coup, ça oblige ceux qui pilotent le réseau à changer, braquer à gauche, braquer à droite, si je schématise un peu. Le pilotage c'est pas un pilotage à long terme. Donc, et ça met du coup les infrastructures aussi qui sont pas prévues pour changer. On peut conduire le réseau, mais on n'est pas censé le modifier tout le temps, parce que les outils sont pas prévus pour ça. Et les agents qui pilotent non plus. Et donc, il faut réellement avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus lointaine que d'accepter des ENR. Un dossier, c'est tellement on veut atteindre l'objectif pour la décarbonisation, comme on pousse, on ne regarde pas où on investit. Et du coup, ça perturbe fortement le réseau.
Encore une fois, un manque de vision. Et dans les développements du réseau, j'ai cru comprendre qu'il y avait des points clés qui sont les postes sources, qui font le lien entre le réseau de transport à très haute tension et longue distance et votre réseau de distribution. Et dans le schéma d'implantation des énergies renouvelables, ça a l'air d'être assez clé de suivre là où il y a de la place sur les postes sources. Et ça, vous savez comment c'est décidé. On vous donne le schéma en avance. Les producteurs d'énergie renouvelable, ils suivent les endroits où il y a de la place pour l'encaisser, ou ça se fait un peu au petit bonheur la chance? Alors, les investissements sur les postes sources, c'est pour construire un poste source, si je dis pas de bêtises, ça doit être entre 2 et 4 ans entre les investissements. Donc, on a besoin d'avoir une vision, encore une fois, long-termiste, parce que, il y a des exceptions, et Enedis sait communiquer quand il y a l'exception. C'est-à-dire, ils l'ont fait sur Grand Port de Dunkerque, où ils ont construit un poste source avant que le projet sorte. Mais, comme on a des exceptions, on est capable de les citer. On devrait pouvoir anticiper tout ce modèle et le maillage de réseau. Il faut quand même se rappeler que tous les réseaux sont maillés, et on devrait anticiper. Et on est plutôt à suivre les projets qu'à les anticiper. Et du coup, les investissements pour construire un poste source sont très longs. Et ça alors les projets d'Enedis, si je ne dis pas de bêtises, ils veulent construire 15 postes sources par an, mais aussi avec quel bras et quelle maîtrise d'ouvrage. Parce que pour la technicité pour construire un poste source, c'est quand même assez particulier. Et aussi, c'est la limite entre le RTE et Enedis. Alors, il y a des postes sources qui sont de propriété RTE, des postes sources qui sont... où ça c'est dans l'ouverture des marchés, où ça on a complexifié, c'est-à-dire avant les postes sources étaient principalement gérés par RTE, on a donné une partie à Enedis, mais un poste source c'est ce qui permet d'éviter aussi ce que l'Espagne a vécu, c'est-à-dire le blackout, c'est-à-dire un pilotage, et de pouvoir, s'il faut malheureusement couper pour éviter une remontée de tension et tout ça, il faut pouvoir anticiper, et ça il faut réellement avoir une politique à long terme, et pour éviter les virages à droite et les virages à gauche. Et moi, j'ai une question un peu générale. Je ne sais pas si quelqu'un dans l'assistance a la réponse, mais est-ce qu'il y a des cas où Enedis a été mis en concurrence dans le modèle de concession? Parce que tu disais, Marie-Christine, que chez toi, dans ton territoire, comme ça dessert toute la Loire, ton syndicat est un peu obligé de traiter avec Enedis. Mais j'imagine que dans la tête de nos grands stratèges, il y aurait l'idée que les communautés de communes puissent faire autrement que passer par Enedis. Est-ce qu'il y a des exemples, des endroits où ça s'est fait, où des communes sont parties en régie, où on se sont appuyés sur un autre acteur qu'Enedis? Après, la plus grande régie de France, c'est l'électricité de Strasbourg. C'est aussi une filiale d'EDF, je crois. Ouais, mais c'est une filiale. Mais après, la concurrence peut venir aussi, si je me dis pas de bêtises, par rapport à la loi NOTRe et la priorité donnée aux grandes agglomérations, qui peuvent choisir après aussi de reprendre les concessions. C'est-à-dire que la loi NOTRe permet, si ça doit être 250 000 habitants, de redéfinir, de prendre la main sur le réseau. Alors, selon comment les concessions ont été faites et tout ça, ça peut avoir cet impact-là. Donc, il y a quand même cet enjeu, je le redis depuis tout à l'heure, cette vision. Parce qu'une chose, c'était dans les années 2000, la tempête 99, pour revenir, il y avait sur la Gironde, c'était une régie. Au moment de reconstruire le réseau, la régie était en incapacité de répondre à l'enjeu de 99. Donc, faire le petit soldat de la distribution d'Enedis qui vient sauver les régies, c'est aussi pour ça. C'est cette faculté qu'Enedis a quand même, c'est de pouvoir répondre malheureusement sur les tempêtes ou différents éléments climatiques, de pouvoir répondre avec des agents qui viennent, parce qu'ils portent en eux le service public de l'énergie. Donc encore une fois, service public, maille nationale, anticipation. Donc comment on fait pour mettre l'État face à ses responsabilités, parce que j'ai l'impression que là, notre discussion, elle en est là. On a un problème de vision. Les visions sont parcellaires. Elles sont scindées entre plusieurs acteurs. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à amener notre pays à avoir une politique énergétique un peu cohérente qui nous fasse tous travailler dans la même direction. Et ça, je sais pas. Donc Maxime a dit voter pour
pour eux, mais est-ce qu'on a d'autres moyens de faire pression, de faire connaître cet enjeu dans l'opinion publique? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Moi, je pense que la première chose, c'est qu'il faut tirer un bilan honnête de cette aventure. En fait, là, on en parle tout le temps, parce qu'on peut parler vraiment de l'énergie, mais je crois qu'on peut répliquer notre débat sur tout un tas de secteurs. En fait, nous avons détruit une grosse partie de notre économie, et nous n'avons pas été détruits par une force extérieure, nous avons été détruits par nos dirigeants. C'est eux-mêmes qui l'ont détruit. Alors, il faut faire le bilan de toute cette aventure quand même, parce que moi par exemple, sur ma formation d'économiste, pendant toute ma formation, on m'a grosso modo appris que tout était mieux ailleurs et que c'était mauvais chez nous. On m'a appris d'abord qu'il fallait regarder du côté du Royaume-Uni, qui alors là était une économie extrêmement dynamique, tellement dynamique qu'elle a fini par voter le Brexit à cause des inégalités, hein, parce que c'était dynamique à Londres, mais on faisait 100 km, c'était pas la même chose. Mais on m'a vendu ça. Et d'ailleurs, à l'époque, on me vendait ça sur l'énergie. Le bon élève mis en avant par la Commission européenne, c'était le Royaume-Uni, qui avait réussi à casser son monopole public en le transformant en un oligopole privé. Et l'oligopole privé, il n'est pas bête, hein, il avait des actionnaires à rémunérer, donc les prix ont augmenté. Voilà. Ils devaient descendre, en théorie, ils ont augmenté en pratique. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé, et ça, c'était le bon élève de la Commission européenne. Puis après, quand on s'est rendu compte que bon, le Royaume-Uni, peut-être il y avait des inégalités, c'était peut-être un peu violent pour une partie de la population, on est passé au modèle allemand. Et puis après, on est passé au modèle suédois, qu'Emmanuel Macron adorait, et ainsi de suite. On ne nous parle jamais des avantages que notre mode de développement, hein, finalement notre modèle économique que nous avons choisi à l'après-guerre jusque dans les années 80, a fait comme bien à notre économie, que ce soit en termes d'innovation, parce qu'à l'époque on innovait, et d'ailleurs les dernières grosses innovations de rupture datent de cette époque. Aujourd'hui, en termes d'innovation, on est plutôt à la traîne. On a loupé toutes les innovations qui étaient sur le digital, mais même avant les magnétoscopes, les consoles de jeux, etc. Là, la voiture électrique, les panneaux solaires, ça en fait quand même l'intelligence artificielle. Voilà, il y a quand même eu un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites. Donc vraiment, la première chose, c'est tirer les leçons de cette déroute que nous avons vécue. Une fois qu'on a tiré ça, effectivement, il faudrait arriver à ce que on reprenne ce qui a fonctionné pour nous. Et ce qui avait fonctionné pour nous, on l'a dit plusieurs fois, monopole public, service public de l'énergie, État stratège, modèle social aussi plutôt développé, ce qui maintenait des équilibres dans notre pays. Mais ça, c'est des décisions qui doivent se trancher au niveau politique. Hein. Sinon, on pourra avoir les mêmes débats dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Et même sur les choix énergétiques. Effectivement, l'énergie, c'est un choix dans le mix énergétique que nous voulons, qui doit être un choix démocratique. Je suis d'accord avec vous. Certains vont préférer le nucléaire. Hein. Souvent, quand je parle à des dirigeants, même des cadres d'EDF, ils sont très pro-nucléaire, ce qui est moins mon cas. Hein. D'autres vont être très pro-renouvelable. Ça doit être tranché démocratiquement. Mais la manière de faire pour arriver au but doit être le même toujours. C'est un monopole public, c'est un État stratège. Si nous voulons plus de renouvelables, c'est à EDF d'organiser, c'est l'État qui doit organiser un plan de développement des renouvelables par rapport au nucléaire, par exemple, et sur un temps très long, et on doit s'y tenir. Mais ça doit se faire toujours de la même façon. On ne peut pas dire on veut les renouvelables, et ça se fera à la manière de petites entreprises innovantes qui vont innover et qui vont être mises en concurrence avec des entreprises historiques qui sont là depuis longtemps, ce qui fragilise tout. Ce qui fait un espèce de modèle hybride entre grandes entreprises et petites entreprises et qui est très compliqué et à mon avis moins efficace à la fin en termes de services rendus à la personne. Donc il faudra vraiment qu'on décante un petit peu toutes ces problématiques et une fois qu'on aura fait ça et qu'on sera d'accord sur la méthode à faire, il faudra mettre la personne au pouvoir pour le faire. Et je ne fais pas de politique. Voilà. Ça se voit pas. Avant de laisser la parole à la salle, je vais quand même demander si quelqu'un veut réagir à table avant. Non, mais on vous l'avait déjà dit. Ce qu'il faut aussi, c'est effectivement qu'il y ait une politique durable, parce qu'on ne démarre pas une centrale nucléaire en 3 coups de cuillère à peau. Il faut quelques années. Donc voilà, il faut déjà effectivement quelque chose de durable dans le temps. Ça, c'est la première chose. Et après, je pense qu'on n'est pas forcément obligé d'opposer le nucléaire aux énergies renouvelables. Les deux peuvent on peut équilibrer les deux sur notre territoire.
Moi, je suis un grand avocat de combiner les deux. Si tant est que la consommation électrique monte suffisamment, parce que c'est pas avec notre consommation en baisse qu'on va favoriser des investissements. Bon, sur ces belles paroles, est-ce que la salle a des questions? Je vois ici devant, je vois derrière. Qui passe le micro pour que je sache où est le micro? Quelqu'un a un micro? Ah, un micro est là. Ok. Du coup, il y a cette zone, puis un peu plus haut. À toi de voir, je dirais par là. Oui, ma question, enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une réflexion. Thomas, tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure, c'est la projection qu'a l'entreprise Enedis. Aujourd'hui, quand on nous présente les projections en CSE Centrale, on est sur des plans à moyen terme. Or, on est une entreprise où j'estime que le plan à moyen terme sur 5 ans, c'est peanuts. On devrait réfléchir sur 30 ans, et même au-delà. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est là. C'est que stratégiquement, Enedis, en fait, on est juste dans le profit immédiat. Il faut qu'on remonte un maximum de dividendes à la maison mère EDF. Et en fait, on n'a aucune projection sur les 30 ans. Mais bien sûr, aujourd'hui, on est une entreprise privée. On fonctionne comme une entreprise privée, on traite nos salariés comme une entreprise privée, et on a des stratégies incohérentes, et comme tu l'as dit, en stop and go. On ne pourrait pas même dire pire qu'une entreprise privée, enfin, je suis désolé d'interrompre, mais une entreprise privée qui voit sa courbe d'activité qui augmente, elle embaucherait à l'infini, alors que Enedis a l'air frileuse et essaye de se baser sur la sous-traitance. Je ne sais pas si une boîte privée ferait ça. C'est incohérent, en fait. C'est toute l'incohérence et tout le combat qu'on mène, nous, représentants du personnel, dans les CSE centraux, c'est qu'on les met en face de leurs responsabilités et de leur incohérence. Et en l'occurrence, bien souvent, soit on n'a pas de réponse, soit ça botte en touche, mais l'objectif final, on le connaît tous. Or, c'est pas ce qui sert les usagers aujourd'hui. Quelqu'un veut réagir ou je passe la parole plus haut? Ok, allez-y. C'est moi qui... Non, je voulais revenir sur la question des dividendes qui sont ponctionnés à Enedis et qui remontent à EDF. C'est la même chose pour RTE. Hein. Mais pour dire que, en fait, EDF est aussi... oui, alors qu'Enedis et RTE sont devant des murs d'investissement. Mais EDF est exactement dans la même situation. Elle est devant des murs d'investissement effectués dans le nucléaire, dans l'hydraulique. Il ne faut pas oublier l'hydraulique. Et EDF se fait elle-même ponctionner, pas simplement par l'État. Hein. Elle s'est fait ponctionner énormément par l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Et donc, alors, il y a les grandes entreprises, il y a des grandes entreprises consommatrices d'électricité qui en ont bénéficié, mais surtout ceux qui en ont bénéficié, c'est les fournisseurs alternatifs qui ont acheté de l'électricité à bas coût, EDF étant forcé de la vendre, pour la revendre très cher sur le marché de l'électricité. Et ces grandes entreprises, quelles sont-elles? Eh ben, les deux premières, c'est Total Energy, Engie, qui gavent leurs actionnaires littéralement de dividendes. Donc quand on regarde le circuit des dividendes ponctionnés à Enedis, à RTE, en fait, il y en a une grande partie qui remonte non pas dans l'État, dans le budget de l'État, mais dans la poche des actionnaires privés de grandes multinationales du CAC 40. Je crois que c'était important à dire, hein, ça. C'est juste. Bon, donc la grappe du bas avant la grappe du haut. Ouais. Bon, c'est plutôt pour... Par grappe, parité par grappe. C'est plutôt pour interpeller le législateur. Poser la question dans le débat, pourquoi la distribution, on devrait le mettre ou pas en tant qu'EPIC, en fait, ni plus ni moins. Je veux répondre, pour moi, pourquoi il faut le faire. Déjà, quand on voit le dividende qui est remonté au groupe, quelque part, ce dividende-là repartira au capital et pas à l'intérêt général. Deuxième point, d'un point de vue environnemental. Quand vous avez une entreprise comme Enedis et GRDF qui travaillent ensemble, ils font une seule tranchée, d'un point de vue écologique, c'est beaucoup plus sain. Deuxième point, en point de vue stratège, donc là je vais m'adresser plutôt à madame qui gère les concessions. Vous le savez aussi bien que moi, parce que je discute avec beaucoup de concessionnaires qui m'expliquent que Enedis ne leur donne pas la visibilité qu'il y a en ressources dans les postes sources. C'est-à-dire que quand ils demandent c'est quoi la puissance disponible en poste source, Enedis ne répond pas. Donc il y a tout intérêt à avoir Enedis dans ce même monopole pour avoir vraiment un état stratège et pas simplement
une remontée qui est remontée en cash par rapport justement au capital, et qu'on n'est pas en capacité de pouvoir développer les territoires par rapport à la puissance disponible. Donc il y a tous ces aspects-là. Et après, forcément, les renouvelables qui ne sont pas forcément pilotables, qui ont un impact direct. Donc si on veut pouvoir faire baisser la facture des usagers avec un service de qualité, il nous faut à tout prix une entreprise, un EPIC, comme avant, qui était très efficace. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, merci pour cette réponse, parce que ça fait partie des quelques questions que j'ai posées à la fin de mon propos liminaire, et donc je suis content qu'on en discute. Moi, je suis assez convaincu sur le plan théorique et sur le plan politique, mais sans être salarié de Enedis et de RTE, que dans la proposition qu'on fait de retour au monopole, il faudrait intégrer le transport et la distribution, et du coup revenir à une grande entreprise intégrée qui... Voilà, verticalement intégrée, qui aille de la production à la fourniture, ce qui nous poserait quelques problèmes avec la Commission européenne qui nous dirait c'est pas possible, ou alors il faut que EDF arrête d'avoir des activités à l'international, mais ça c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir de mon côté. Et donc je vous remercie pour votre réponse. Moi je suis assez d'accord, mais voilà, j'avais besoin aussi de savoir ce qu'en pensent les salariés de Enedis, quoi. Dans la proposition, il y avait d'intégrer aussi avec GRDF. Est-ce que ça, vous l'avez envisagé, de faire un pôle énergétique commun et de revenir à EDF old school quand c'était EDF-GDF? Alors, en vérité, j'ai dit que la moitié de ma PPL parce que j'avais compris qu'on parlait d'électrons, mais effectivement, je ne vous ai pas parlé de 2 articles qui sont similaires sur le gaz. GRDF, c'est ça? Ouais. Oui, ou ce qu'on propose dans la proposition de loi. Alors, dans les campagnes électorales, jusqu'ici dans le programme, on parlait de grands pôles publics de l'énergie. C'est très bien, ça fait rêver, ça met des yeux dans les paillettes des gens qui sont là. Mais après, il faut regarder comment ça se traduit. Et donc moi, je pense qu'il faut une grande entreprise publique de l'électricité en monopole et une grande entreprise publique du gaz en monopole qui gérerait toutes les étapes du gaz, là aussi, de l'acheminement jusqu'à la fourniture. Et pareil, avec le rétablissement des tarifs réglementés du gaz qui, pour le coup, eux, ont disparu en juillet 2023, je crois, et qu'il faudrait rétablir, et là aussi appuyer sur les coûts de production du système gazier français, même si on ne produit pas de gaz en France. Enfin, on commence à produire un peu de renouvelables, et il y en aura davantage dans les années qui viennent, mais voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, si. Je vais juste vous poser une question. Est-ce qu'il faudrait une grande entreprise aussi d'acheminement de l'essence et de raffinage et de distribution? Ah bah, non mais et peut-être aussi une des mais non mais c'est et peut-être une renouvelable aussi, une des renouvelables qui serait, ou une du solaire, enfin je sais pas, parce que justement l'avantage du système qu'on avait d'après-guerre, c'était quand même que chaque entreprise avait son énergie, et voilà, et ça ne se concurrençait pas sur d'autres points. Il n'y avait pas le solaire de Total qui allait concurrencer je sais pas quoi ailleurs, donc chaque entreprise avait. Est-ce que vous allez plus loin là-dessus? C'est une question, hein. Est-ce que c'est en projet? Alors, il y a 2 questions. Sur la question distinguer production renouvelable et par... Ouais, j'allais la faire en deuxième, mais bon, alors je commence. Ouais, sur l'essence, pour l'instant, on ne l'a pas mis. Je ne sais plus si je l'ai dit en introduction, mais je vous ai dit que notre proposition de loi était assez proche de celle du sénateur Fabien Gay, qui, lui, il a mis dedans. Lui, il a mis retour nationaliser l'électricité, le gaz et le pétrole. Et en fait, on a discuté, mon cabinet a discuté avec le sien il y a quelques semaines pour qu'on regarde est-ce que ta proposition elle ressemble à la nôtre, où est-ce qu'on en est. Et en fait, lui nous avait répondu qu'ils avaient mis cette histoire du pétrole à l'époque où il y avait vraiment la crise en 2022, mais qu'aujourd'hui, il sentait, s'il devait la redéposer, il distinguerait plutôt, enfin, il ferait en 2 propositions de loi. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas nationaliser le pétrole. Nous, pour l'instant, on n'est pas allé sur cette histoire-là, mais moi, j'entends que, en fait, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas aussi si on estime que les principes sont les mêmes et qu'ils doivent s'appliquer de la même façon. C'est peut-être plus cher, quand même. Pardon ? Nationaliser Total, c'est peut-être cher. C'est 200 milliards. Bon, c'est 200 milliards, voilà. Enfin, à la louche, c'est le cabinet de Fabien Gay voilà, qui a prévu ça. Donc oui, quand il faut indemniser Pouyanné. Et après, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on produise des électrons. Et dans la proposition, d'ailleurs, vous avez vu que je suis pas du tout rentré dans le débat nucléaire ou renouvelable. En fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut une grande entreprise publique qui soit chargée de produire des électrons. Et après, c'est la démocratie qui a dit de quelle manière on allait le faire. Mais pour moi, ce grand opérateur public de production d'électricité, il s'occupe de toute la production d'électricité. Voilà.
Ok, grappe du haut, enfin. Anne, puis... Bon, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faudrait arriver à un monopole public intégré. Après, je voudrais quand même mettre un petit bémol sur les critiques sur Enedis et globalement sur le réseau, qui est encore en monopole, qui est encore adossé à un tarif réglementé de vente, le TURP. Pour les usagers, c'est nettement moins pire que ce qu'il y a sur la production. Enfin, on a quand même eu une crise majeure qui a mis en grande difficulté les communes, les usagers de toutes sortes, les entreprises, et on ne l'a pas eu sur le réseau parce que c'est réglementé avec un TURP qui est basé sur les coûts de production. Par contre, effectivement, donc je pense que le monopole adossé à un prix basé sur le coût, c'est quelque chose d'essentiel. Après, c'est pas suffisant, c'est sûr. Donc la question, c'est pourquoi... D'abord, il faut arrêter effectivement que les dividendes remontent vers EDF qui l'utilise pour d'autres activités, on ne sait pas pourquoi, ça c'est une première chose. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que le TURP n'est pas suffisant? Est-ce qu'il y a des problèmes de négociation? Comment ça se négocie? Et là, c'est peut-être à suivre. Et ensuite, effectivement, il faut un management dans l'entreprise, si on peut utiliser ce terme, qui ne soit pas celui d'une entreprise privée, qui arrête la sous-traitance, qui forme. Quand même, à une époque, les gens entraient éventuellement sans le bac, et étaient formés dans l'entreprise parce qu'on était sur le long terme, et ça a complètement disparu. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et juste un mot sur l'Arenh. Oui, ça a disparu. En tout cas, ça a disparu, ouais, voilà, c'est ça. Un mot sur l'Arenh, quand même. Là, aujourd'hui, l'Arenh va disparaître et ça va être pire après, parce que l'Arenh, malgré tout, était une forme de protection très insuffisante des usagers. Et EDF a joué un jeu absolument terrible, c'est-à-dire qu'ils se sont opposés à la vente au coût de production du nucléaire, ce qui s'appelle les contrats pour différence. Et j'espère qu'EDF va se remettre un peu dans l'intérêt général, parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment problématique. J'ai une petite remarque sur le TURP. Il est à la fois trop bas pour certains investissements, mais suffisamment haut pour qu'on puisse lui ponctionner jusqu'à quasi 1,3 milliard de dividendes. Du coup, c'est un peu un TURP de Schrödinger, quoi. Il faudra arriver à le mettre du bon côté. Et ça, je pense qu'il y a des enjeux dans la fixation du prix. C'est tout le point de la Cour des comptes. Enfin, on l'a pas dit dans la vidéo, mais le TURP, dans le calcul, ça prévoit une rémunération du capital et donc de l'actionnaire. Et ça, c'est quand même à critiquer quand la qualité de réseau est pas là. Du coup, on a un TURP un peu ambivalent. Je sais pas si vous voulez réagir, mais moi, ça m'a interpellé en préparant et en me documentant sur le sujet. Vous voulez réagir ou je passe plus haut? Comme tu l'as évoqué, le rapport de la Cour des comptes le dit ouvertement, c'est que le TURP ne sert pas à remonter du cash à EDF. Et ça a été mis dans le rapport de la Cour des comptes. Les dividendes reversés à EDF, la Cour des comptes leur dit à Enedis, il faut arrêter. Et derrière, la CRE nous incite à inciter Enedis sur différents... Enedis est incité sur ses charges nettes d'exploitation, sur les investissements, sur les délais de raccordement. Mais à un moment, sur les charges nettes d'exploitation, juste une aberration de la CRE, on est incité à diminuer la charge immobilière. Et diminuer, on ne l'a pas évoqué, diminuer les voitures. Un peu simpliste comme ça, mais si on diminue le nombre d'agences, on aura forcément plus de kilomètres en voiture. Et en même temps, on doit supprimer le nombre de voitures. Donc, comment avoir un service public de l'énergie avec des injonctions paradoxales? À la fois moins de bâtiments et moins de voitures, ça risque de pas marcher. C'est l'inexie. Ouais, du coup, il y a de quoi faire sur le TURP. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-haut? Oui, tout à fait, c'est plutôt une intervention. Donc tout d'abord pour monsieur Thomas Porcher, c'est Marcel Paul en fait, plutôt qu'un initié au lieu de Charles de Gaulle. Il était au Conseil national de la résistance et c'est en ce sens en fait que Marcel Paul a pris sa part. Aujourd'hui, le nouveau statut d'Enedis, c'est une entreprise privée à mission de service public. Voilà le véritable titre de l'entreprise aujourd'hui. Ce n'est plus une entreprise de service public, malheureusement. Je partage complètement ce que vous avez dit, monsieur Porcher, sur le stop and go. C'est clairement ce qui casse une filière, ce qui casse les embauches et le savoir-faire, en fait. Et parce qu'on a besoin de savoir-faire et ça s'acquiert avec un temps.
Ensuite, concernant la transition énergétique, je voulais également le remettre dans le débat parce qu'on en a beaucoup parlé. Dans un dernier rapport de la Cour des comptes, il y a 127 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises, notamment privées, pour pouvoir aller mettre en place tout ce qui est panneaux photovoltaïques ou également éoliens. Donc ce point-là, il est important, puisqu'en fait, on voit encore que c'est une manière pour le privé de se gaver au travers d'argent public. Enfin, je voudrais dire également un point sur le monopole. Le monopole n'est pas un gros mot, le service public n'est pas un gros mot, a priori il est uniquement dans la bouche du capital. Donc il faut arrêter de s'entêter quand le système ne fonctionne pas, quand on s'enfonce dans une connerie qui est clairement non profitable pour les usagers, ni également pour les salariés, parce que moi je suis salarié de l'entreprise Enedis. Ces politiques, elles sont malheureusement... c'est vous qui avez les cartes en main, monsieur le politique, monsieur, si je ne me trompe pas, Maxime... Voilà, merci monsieur. Donc clairement, monsieur Maxime, je vais le dire comme ça, vous avez les cartes en main, notamment ici, pour faire changer les choses. Moi, ce que je comprends pas, c'est que vous nous proposez un projet de socialiser les énergies, alors qu'en fait, il y a déjà des projets qui sont émergés. Vous avez parlé notamment de celui de Fabien Gay, sénateur communiste. Je pense que les deux projets se ressemblent très fortement. Pourquoi ne pas s'allier entre vous pour pouvoir porter cette question-là et qu'on arrive à gagner un véritable service public de l'énergie au profit des travailleurs et des usagers. Cette énergie, elle doit être planifiée à très long terme. Comme on l'a dit, c'est pas du stop and go, on peut pas faire marche arrière, marche avant dans tous les sens. C'est pas possible ça. Et elle doit être pilotée de bout en bout, d'un seul et même tenant par une seule et même main. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on revendique au travers de notre plan progressiste de l'énergie, puisque je suis également représentante du personnel pour la CGT. Dans ce plan, dans ce programme, nous avons proposé 2 EPIC, une EPIC ELEC et une EPIC gaz. C'est bien pour pouvoir maîtriser de bout en bout la chaîne complète, que ça soit de la production jusqu'à la distribution auprès de nos usagers. Donc moi, je vous invite vraiment à reprendre connaissance également de notre projet pour pouvoir également le porter. Enfin, je voudrais terminer juste et rappeler à tous les usagers qu'aujourd'hui, nous faisons tourner une pétition sur la plateforme sénatoriale pour repasser la TVA à 5% sur les factures d'électricité et le gaz. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en effet, on vous l'avait dit tout à l'heure, le TURP s'appuie notamment au travers de la facture et donc sur la partie abonnement. C'est comme ça qu'on remonte du cash, notamment à Enedis, pour faire vivre la distribution. Sauf qu'on est passé d'une TVA à 5,5% à 20%. Et ça, c'est passé un petit peu en loose day depuis le 1er août 2025. Il faut absolument que les usagers retrouvent une TVA à 5,5%, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a 36% des foyers en France qui galèrent à se chauffer, qui galèrent à pouvoir utiliser l'énergie. Et donc, ça, c'est invraisemblable. Si on commence à demander encore plus d'argent auprès de ces usagers, et donc de passer la TVA complète à 20%, à un moment, ils vont jamais pouvoir réussir à s'en sortir. Voilà. Merci. Comme il reste 10 minutes, est-ce qu'on ne prendrait pas encore 2 questions là-bas et après tour de table? Ça vous convient? Il y avait là-haut et là-haut. Voilà. Là-haut et là-haut. Finalement, ils sont... Ah, mais là-haut se déplace. C'est un là-haut mobile. On est mort. Ouais, bonjour. Alors moi, je suis Thomas Dutel, je suis de la fédération FNME-CGT. Merci Virginie, parce qu'elle a déjà amorcé une partie. Et moi, en fait, j'étais distributeur mixte avant. Mais la question, c'était surtout qu'avant, on avait quelque chose de simple. On n'avait qu'une seule entreprise. On avait des personnes qui s'arrêtaient, qui nous disaient, je viens d'emménager dans mon logement. J'ai besoin d'électricité et de gaz. Et puis, on faisait tout du début à la fin. Et j'avais pas l'impression qu'il y avait de problème. En fait, on s'est dit, on va prendre l'électricité un peu comme d'autres marchandises et on va amener de la concurrence pour faire baisser les prix. Et je pense que tout le monde a vu que ça marchait pas, en fait. Globalement, l'ouverture à la concurrence n'a fait qu'augmenter les prix. Donc, il y a une grosse problématique. Donc, vous avez abordé la PPE. Enfin, la PPE, c'est quand même extraordinaire. On a quand même quelque chose qui arrive, qui doit sortir, qui tout compte fait ne sort plus. Après, on a Grémillet qui, du coup, amène des inquiétudes de se dire, si je passe ma PPE, Grémillet retombe par-dessus. Enfin, à un moment, on arrive à du grand n'importe quoi. La facture, ce serait essentiel quand même de se dire que tous les Français aient confiance à se dire qu'en bas, quand je paye bien pour quelque chose qui va servir à une souveraineté énergétique, à la construction d'un outil qui va répondre à des besoins, autant électriques que gaz. Aujourd'hui,
on se pose la question de savoir combien est-ce qu'il faut remettre d'argent pour reconstruire un outil qui fonctionnait bien avant. Quand on sait que depuis les ouvertures du marché de l'énergie, EDF et Engie cumulés, c'est 80 milliards de dividendes. Et quand on voit aujourd'hui les sommes qui sont proposées pour remettre en route quelque chose qui marchait bien, on se dit non, en fait, on a ouvert le marché pour que des personnes puissent se gaver. Vous avez parlé en tant qu'économiste de se dire on a amené de la rentabilité. Enfin, quand on prend des fonds de pension qui se disent à un moment, moi, si je rentre là-dedans et que j'ai à peu près 5% garanti, eh ben, je vais y aller. Et sur du long terme, je vais pouvoir me gaver. Nous, notre fédération, donc ça a été dit, donc on porte notre programme progressif de l'énergie, de l'électricité et du gaz, mais qui va vraiment dans le sens des usagers qui sont quand même des usagers et des collectivités, parce que les collectivités aussi, c'est essentiel. Je me rappelle, en 2007, avant, il y avait un problème. On allait au centre de distribution, voir une personne physique, on rentrait dans un bureau, on avait un problème, on repartait avec une solution. Aujourd'hui, on appelle, on ne sait même plus qui appeler, on passe de serveur téléphonique en serveur téléphonique pour au bout du bout, vous l'avez dans la vidéo, c'est expliqué, les délais de raccordement, les mises en service, les dépannages, tout ça, c'est vraiment une fumisterie où plus personne n'y comprend rien. À un moment, mettons-nous tous d'accord sur remettre en place quelque chose de simple et quelque chose qui fonctionnait bien et qui, depuis 1946, a quand même eu beaucoup d'effets positifs pour tout ça. Là, aujourd'hui, on doit remettre en place un outil industriel, on doit réattirer des entreprises en France. Soyons conscients qu'avec toutes ces solutions-là, on pourrait redevenir attractif et porter de vraies solutions. Bon, il nous reste 5 grosses minutes, du coup, va falloir le tenir court. Ouais, et c'est sur moi que ça tombe de faire court. Non, mais ça va, je vais faire comme si je savais pas. Ouais, voilà. Alors, je commencerai par une petite moquerie, parce que je regrette des fois de ne pas avoir réussi à l'ENA, parce que sur ce que disait Madame la maire, sur le contrôle des investissements, etc., on a créé une réunion annuelle qui est le compte-rendu de l'activité concessionnaire, ça s'appelle le CRAC. Alors, je ne sais pas qui a trouvé ce mot-là juste pour aller vers la transparence en utilisant le mot crack, c'est énorme. Et certains peuvent s'amuser sur leur téléphone à aller chercher s'il existe une définition du mot turp. C'est étrange, c'est un vieux mot qui a été oublié, qui était tombé en désuétude au siècle dernier, et qui voulait dire, alors moi ça fonde ma pensée quelque part, ou ça la conforte, qui veut dire laid, honteux, immoral. Et que ce mot-là a été réinventé par la Commission européenne et l'Union européenne sous un autre style, mais j'en reste à la première version, celle romaine, de laid, immoral et honteux. Une fois dit, on parlait des entreprises, on parle d'Enedis comme une entreprise, mais au sens juridique, comme libéral du terme, ou économique du terme, c'est tout sauf une entreprise. C'est peut-être un abcès, une verrue quelque part. Pourquoi ? Parce que Enedis, si c'était une entreprise, posséderait ses actifs. En l'occurrence, Madame la maire l'a rappelé, la plupart des actifs d'Enedis sont possédés par les collectivités territoriales. Ne possèdent pas de clients puisque les ressources d'Enedis sont assurées par les usagers qui s'acquittent d'un tarif public. Donc vous n'avez pas d'actifs. Vous n'avez pas de clients, vous n'émettez donc pas de facture. En plus, une autre entreprise est caractérisée par son personnel, mais le personnel d'Enedis n'existe pas en réalité parce que nous sommes tous des agents du service public de l'énergie, nous sommes des agents publics. Donc, envers qui s'adresse la loyauté, ou s'exprime la loyauté des agents du service public ? Elle s'adresse vis-à-vis d'autorités publiques. Et donc, ce qui gêne là-dedans, excusez-moi si je vais être désagréable, alors je disais bien sûr, il y a l'actionnaire unique qui est l'État. Un actionnaire, normalement, dans le monde privé, il met au pot. Et là, en l'occurrence, ce sont toujours les usagers qui ont financé, jamais l'actionnaire, jamais le budget de la nation. Donc une entreprise qui n'a pas d'actionnaire, qui n'a pas de clients, qui n'a pas d'actifs et qui n'a pas de chiffre d'affaires, puisque c'est un tarif public, et tout sauf une entreprise, c'est une espèce de verrue posée quelque part, on se demande où. Là où il y a une faiblesse, c'est que peu importera le niveau de négociation entre la collectivité territoriale et Enedis en matière de travaux et d'exploitation. Peu importe les sommes qui vont être dégagées, admettons, pour une concession, on va s'engager sur 100 millions de travaux. Si on ne regarde pas qui va les faire, ces 100 millions, eh ben, ils seront soit dans le service public, soit perdus autre part.
C'est ça le problème qu'il y a. C'est que les autorités publiques comme les AODE et comme les services de l'État ne consultent jamais les agents du service public qui vont le mettre en œuvre. Et là, on a une vraie difficulté. S'il y a des problèmes de raccordement, c'est parce qu'il nous manque des chargés d'études. Mais quand est-ce que la collectivité territoriale a dit « je tiens à une exigence qui est celle-là », la possibilité en moyen des agents du service public de pouvoir répondre aux demandes d'investissement qui sont les nôtres et aux demandes d'exploitation qui sont les nôtres, en mettant 2 critères supplémentaires à celui de l'obligation de fourniture aux usagers de ce droit qu'est l'énergie. Le droit supplémentaire, que ce soit avec l'amélioration des conditions de vie et des conditions de travail. Le progrès social ne peut pas être l'ennemi du service aux usagers. Donc il faut pouvoir qu'à chaque fois que vous prenez une décision d'un plan d'investissement ou d'un plan d'exploitation, de regarder si les conditions de travail sont améliorées et les conditions sociales, y compris le travail des salariés en situation de handicap. Parce que l'agent du service public, c'est là. Alors, je termine là-dessus, Ludo, vraiment, je termine. Il vaut mieux, hein, ça va s'arrêter. C'est que tous les ans, collectivités territoriales et entreprises Enedis, si j'ose encore l'appeler comme ça, vous vérifiez la bonne exécution de ce qui avait été engagé. Ce serait vraiment très intéressant que ce sujet-là soit mis à l'ordre du jour de la réunion du personnel qui est le CSE, pour qu'il puisse vous rendre un avis de faisabilité de tout ce que vous avez entrepris. Que ne pas négliger sans arrêt l'importance et l'exigence de la contribution du personnel, parce que la nationalisation, c'est pas l'appropriation des moyens de production tant qui a fait la réussite du service public. C'est l'engagement des électriciens et gaziers de leur statut de vous servir et que vous négligez tous, de l'Assemblée nationale aux conseils municipaux, de ne jamais leur demander leur avis sur ce que vous allez leur commander de faire. Et pourtant, ils existent. Ils ne sont pas intéressants de les voir que simplement pendant qu'il y a une tempête ou une inondation. Vous devez imposer et que nous soyons consultés et partie active de cela. Nous avons des choses à dire. Parce que je vous signale que c'est pas Macron et c'est pas le maire, c'est pas le député et c'est pas Lucot qui monte sur un poteau pour dépanner. Le mec, il est seul. Et le dernier à qui vous demandez son avis, c'est à lui. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tout l'échec vient de là. Voilà. C'était le dernier mot, sauf si vous avez une réponse en un mot. Mais je pense que c'est un beau plaidoyer pour la prise en compte des salariés d'Enedis dans les négociations avec les collectivités. J'espère que cette première table ronde vous a plu. On se retrouve dans 5 minutes. On reprendra à l'heure. J'ai 2 autres Alsaciens dans la table ronde qui viennent.